L'invité du jour. Monsieur Abdeslam Dahman Saidi, bonjour. Vous êtes le secrétaire général et le directeur de l'association Targa Aid. Tout d'abord, Monsieur Dahman Saidi, que signifie Targa? La Targa, justement, comme on travaillait d'abord sur cette question de l'eau au milieu rural et surtout en zone de montagne, c'est un terme berbère qui veut dire la segia. Donc en fait, on a pris, parce qu'on travaillait beaucoup sur cette gestion de l'eau, et les gens, comme c'est dans un milieu berbère, au Atlas, plus exactement à Lounain, les gens parlaient tout le temps de Targa, 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 qui était la segia, et donc on a donné ce nom-là d'abord au projet, et plus tard, lorsqu'on est passé à la création de l'association, on a donné ce nom à l'association. Et aide, par contre, ça veut dire association interdisciplinaire pour le développement et l'environnement. Et quelles sont vos principales zones d'action? On a commencé d'abord à privilégier ce qu'on a appelé à l'époque les zones fragiles, fragiles dans le sens large du terme, c'est-à-dire sur le plan physique. Ce sont des écosystèmes qui étaient menacés, mais fragiles aussi sur le plan, si vous voulez, sociologique, où il y avait une population qui vivait de systèmes de production qui étaient menacés aussi, c'est-à-dire qui vivaient beaucoup de la nature, des pâturages, des parcours, etc. Et donc, on a privilégié ces zones-là, et que ces zones-là, qui sont considérées comme fragiles, se trouvent essentiellement dans des zones de montagne, dans des zones d'oasis, et aussi dans certaines poches, si vous voulez, de ce qu'on appelle le bourg défavorable, pluvial, très défavorable. Comment justement se fait sentir le changement climatique dans ces régions? Ah oui, de toute façon, le fait que l'écosystème était menacé, déjà quand on avait commencé dans le fin des années 70, début des années 80, bien sûr que c'était la fameuse période de sécheresse successive, etc. Je dirais même sans mettre un nom clair et net sur les impacts du changement climatique, on savait qu'il y avait quand même le climat subissait un changement, il y avait des périodes de sécheresse très prolongées ou successives, et donc il y avait une dégradation très accélérée de ces écosystèmes. Cette dégradation, c'est un peu, je dirais, est devenue beaucoup plus visible avec le temps, et plus clair, et puis tout le mouvement international qui a commencé à mieux structurer la connaissance de ces changements d'écosystèmes. Et en fait, quelles sont justement les actions que vous menez dans ces régions-là pour aider les populations locales à faire face à ces changements climatiques? Ils avaient déjà en fait des approches de vie basées sur la survie. C'est-à-dire qu'ils géraient déjà depuis longtemps, ils géraient la rareté. Et en fait, l'action de Targa était aussi de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place au niveau traditionnel, comment les gens vivent, et accompagner ces mouvements en essayant de leur donner un peu plus plus d'organisation, de faire plus d'adhésion, de mieux les structurer, et peut-être même de faire adhérer l'État à ces mécanismes-là. Donc ils géraient déjà des parcours, les gens avaient multiplié, si vous voulez, les cordes de leur violence, parce qu'ils devaient faire de l'immigration, ils devaient faire de l'agriculture, ils faisaient de l'élevage, ils faisaient plusieurs choses à la fois pour justement multiplier les chances de vie, et donc c'est quand même une société qui est relativement complexe. Et donc là, c'est surtout sur ça, on a accompagné ce mouvement de gestion de rareté, d'abord à travers l'eau, à travers aussi tout ce qui est disons l'espace forestier, la gestion même de l'exploitation. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire optimiser un petit peu les ressources qui existent et qui permettaient à ces gens-là de vivre. L'amélioration des méthodes de l'agriculture donc, est l'une de vos missions. Alors, quelles sont en fait ces améliorations que vous avez donc apportées? Dans quel but et quels sont les résultats? Je vous ai dit, le premier vecteur sur lequel on a basé notre action, c'était l'eau.
Et donc à travers, d'ailleurs d'où le nom, Targa. Et donc c'est essentiellement améliorer cette utilisation d'eau, que ça soit, et séparer les usages, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une gestion de rareté, mais il y avait quand même des très gros problèmes de moyens. Et par exemple, à l'époque, l'eau de Saga servait à tous les usages, aussi bien l'irrigation que la boisson, que l'hygiène, tout un ensemble de choses qui se faisaient d'une façon un peu... Bien sûr, ils géraient le temps. Par exemple, très tard la nuit, ils allaient puiser l'eau de la Saga pour l'eau potable, parce qu'ils considèrent que tout le monde dort, que les bêtes sont éloignées, et donc l'eau est plus propre. Et donc en fait, à partir de là, Targa a développé plutôt cette séparation d'usage en agissant sur l'adduction d'eau potable, à partir de la même source. Mais aussi pour l'hygiène, par exemple, il y avait très peu d'espace d'hygiène, type hammam, douche, toilette, etc. Parce que, et donc il fallait le faire. Et puis surtout aussi, dans ces utilisations, dans ces usages, disons, viser aussi le segment le plus fragile de la société locale, qui était la femme et l'enfant. Notamment, par exemple, cette corvée d'eau, tout le monde le sait d'ailleurs, hein, c'est une corvée à l'époque qui était réservée essentiellement aux femmes. Et donc il a fallu rapprocher l'eau, ramener ça au village, créer des hammams pour femmes, tout un ensemble d'actions, même des lavoirs, enfin, tout un ensemble de choses qui, autour de l'eau, comme vecteur de développement, mais qui fait se baser sur tous les paradigmes actuels, c'est-à-dire l'équité, l'égalité, l'accès équilibré aux ressources, etc., étaient dans ces actions-là. Est-ce que vous avez senti une certaine réceptivité en fait de la part de la population? Ah oui, tout à fait, absolument. Ça y a vraiment une forte adhésion, parce qu'en fait, l'équipe de chercheurs était là en permanence. C'est plus des liens de confiance qui se sont établis avec le temps. Et donc, on représentait, les gens, c'était clair. Ils savaient bien que c'était de l'action volontaire, qu'on ne représentait pas l'État, et qu'on on était là vraiment dans un sens de comprendre, de collaborer, de travailler, et surtout, on partageait tout. C'est-à-dire qu'ils avaient accès à toute l'information, même l'argent, d'où ce qu'il vient, qui le donne, combien, comment est-ce qu'on le gère. Et tout ça, ça a été vraiment partagé totalement. Les bailleurs de fonds venaient aussi sur place, dans le fin fond du Haut-Atlas, rencontrer les gens, écouter, discuter. Et donc ce lien de confiance était vraiment quelque chose de très important et qui a permis effectivement une grande réceptibilité de l'action. Alors, vous êtes aussi partenaire d'un projet de construction d'une station de pompage solaire et d'irrigation à Ouarzazate. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Oui, là, c'est un projet où il y a plusieurs partenaires, hein. Donc, Targa, effectivement, elle s'occupe essentiellement de l'assistance technique et de la partie solaire, c'est-à-dire énergie solaire. Initialement, ce projet-là, disons, visait à créer une ceinture verte autour de Ouarzazate. Et une partie de cette ceinture verte devait être irriguée en appoint, parce que c'est pas une irrigation, c'est pas de l'agriculture productive, c'est plutôt de la foresterie en zone aride. Et donc en fait, ils devaient utiliser les eaux usées de la ville de Ouarzazate. Donc il y a une station d'épuration qui existe. Alors quand nous on était sollicités par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, on est venu pour suggérer de faire un pompage d'appoint, mais qui est à base solaire et économique, c'est-à-dire avec du goutte à goutte. Donc là, il y a vraiment autour c'est un beau projet parce qu'il a cette dimension intégrée où finalement on prend des eaux usées, que généralement on jette, qui sont traitées et récupérées, pompées par du solaire, utilisées par du goutte à goutte pour créer un espace d'agrément et un espace vert qui va être utilisé par la population. Voilà, et donc on est sur ce processus-là depuis un petit peu de temps. Maintenant, il y a à peu près 300 hectares qui sont déjà installés. Cette année, on va passer pratiquement à 600 hectares. Et puis voilà, c'est progressif.
L'objectif et l'ambition initiale des autorités étaient très élevés. Au départ, c'était pratiquement 1800 ou 1900 hectares. C'est énorme. Pour vous donner une idée, la ceinture verte de Rabat a fait à peine 1000 hectares. Donc c'était presque 2 fois la ceinture verte de Rabat. Mais là, je pense que l'ambition est ramenée vers quelque chose de plus raisonnable, probablement vers 1000 hectares, 1100 hectares, peut-être sur plusieurs années. Progressivement, en fonction des fonds, en fonction des moyens, mais réellement maintenant, le solaire, l'utilisation du solaire, l'utilisation du pompage solaire, l'utilisation de goutte à goutte est intégrée dans le processus. Et donc c'est une partie structurante de ce projet. Monsieur Abdeslam Dahman Saïdi, secrétaire général et directeur de l'association Targa Aid, je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue. Je vous en prie.